Pour l'instant, je vis diminué par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Hein. J'ai écrit 70 livres qui, après l'abattu, brusquement, ça s'est écroulé. Donc vous assistez à un écroulement en quelque sorte. Hein, bon, maintenant, je n'en fais pas un drame non plus. Voilà, les mots sont toujours là. Donc les mots dansent dans ma tête, mais contrairement à ce qui s'est passé auparavant, ils ne descendent pas dans les pieds. Il faut être disponible comme un marin en mer pour lire Marcel. Voilà, ça sera peut-être déchaîné, peut-être au calme, mais quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, avec Marcel, ce qu'on ne perdra pas, c'est l'horizon. As-tu vraiment dit tout ce que tu avais à dire? Et cette mort n'est-elle pas, par son côté grandiose, la moins misérable de celles auxquelles tu songes, dès lors que la façon de mourir te hante plus que la mort même? Le borinage dont je me souviens nie la transparence. Il a des boursouflements de moricots rossés. C'est aussi un emphysémateux. De plus, il attire les suies, les traces de doigts, les dépôts louches. La mine est là comme la partie honteuse de la nuit. Ce pays m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, il est méconnaissable. Ses mines ferment, sa peau s'éclaircit. Il se donne des maisons presque blanches, des fleurs ailleurs que dans les cimetières, des endimanchements. Il y a une raréfaction du crachat. La crasse présente ses excuses à la serpillière. Et voilà. Donc déjà à l'époque, à mon avis, on a voulu tourner un film de revendication, d'où est sorti le mot borirage. Et donc, que Yves nous signale, c'est lui qui l'a signalé, que borirage, où je l'avais lu, je n'en sais plus rien, le mot, qu'on pouvait l'employer, puisqu'on lui a demandé de demander à Marcel Moreau à l'époque, ça me paraissait bien résumer le film qu'on faisait. Borirage, cette rage-là. Il est 6h32. Quand il évoque les noms des villages morins, il me rappelle Proust dans la troisième partie de Du côté de chez Swann. Proust décrit comme ça le nom des villages bretons, de Lannion, Coutances, Pont-Aven. Et lui prend nos villages. Ouam et Cuem sont des villages morins. Cela s'écrit comme une fin de quinte, comme un halètement rauque de rocheur. D'autres finissent en U, flénu, ornu. Cela sonne dru et obtus. Puis il y a le nion de Carnion pendant l'oignon. Aussi la série des I, J, Archi, Framerie, La Bouvrie, qui mettent un peu de vie dans la toponymie. Enfin, le tout petit Hénin comme une haine de nain. Moi, je suis né à Boussu, toute boussu. Alors ici, on est dans une de ces innombrables ruelles du Borinage qui permettait de couper en fait et de rejoindre la Grand Place plus facilement, qui résonne très fort sous les pas, des endroits un peu secrets qu'on aime quand on est petit généralement. Et justement, puisque je parle de l'enfance, on va arriver tout près de la maison natale de Marcel. Le numéro 30, qui se trouve juste en face de la rue Poterne. La rue Poterne permettant de rejoindre la gare de Boussu,
que Marcel a aussi évidemment beaucoup fréquenté. Et quand j'ai rencontré Marcel un peu plus tard, on a échangé beaucoup sur une des pièces magnifiques qui se trouve ici dans cette chapelle, qui est l'Homme à moulon. On voit bien ce qui a pu plaire à Marcel dans cette œuvre. C'est à la fois très très belle, et il y a ce mélange entre une œuvre assez peut-être effrayante, de réalisme, avec cet homme en décomposition, à moitié rongé par les vers, et en même temps d'une très grande beauté. Ça correspond très bien à Marcel. Ça me fait penser à un autre vers de lui, dans Tombeau pour les enténébrés. La mort dans l'âme et le sacré dans les yeux. Je trouve que c'est une bonne définition de l'Homme à moulon. Voilà ce que c'est qu'écrire, à mes yeux, aujourd'hui. Se regarder grouillé de mots comme une merde grouille de mouches. Ce qui résiste à tout ça, c'est l'amour du mot. Ça, il n'a pas changé, il reste là, il est vigilant, il est brûlant, il est explosif parfois. Et ça, je suis toujours dans les mêmes dispositions d'esprit. Voilà pourquoi je continue, après avoir intitulé un de mes livres Corpus Scripti, parfois je le traduis en français, corps écrivant. Je suis un corps écrivant. Voilà. Je dirais la réflexion du livre, l'âme du livre se reconduit dans un autre, c'est-à-dire que c'est jamais fini, quoi. Les pages sont appelées à tourner éternellement. De même que là, moi je travaille sur un grand cahier, puisque quelque part, c'est ça que je dis, c'est que c'est le tableau, ce n'est qu'une page, c'est qu'une page du livre. Et le livre, c'est la vie. C'est assez impressionnant de prendre un livre dans la bibliothèque personnelle de Marcel Moreau et puis de voir que les livres sont complètement corrigés, biffés, réécrits. Réaliser ma thèse dans cette période où on a découvert justement, ça a été assez répandu, du coup, toutes ces découvertes de l'intestin, qui est un deuxième cerveau. Cette intuition qu'a eu Marcel Moreau et qui est confirmée par la science, c'est extrêmement fascinant. Pour moi, presque indubitablement, notre être viscéral est le siège originel des sensations qui préside à l'apparition de la vie d'abord, de la pensée ensuite. Dans la nature, l'instinct a précédé le cerveau. Le ventre préexiste au cerveau comme maître des conduites humaines. Ça correspond exactement à ce que moi je pratique dans ma science, c'est-à-dire qu'on étudie justement comment les bactéries qui sont dans l'intestin, comment notre intestin pourrait communiquer avec l'ensemble des organes, en ceux y compris le cerveau. Et finalement, j'ai souvent été, même je ne vais pas dire critiqué, mais pris pour quelqu'un qui voyait les choses différemment et pas toujours accepté comme tel. Quand il y a déjà une vingtaine d'années, on avait soumis un projet de recherche disant qu'on allait montrer que l'intestin permettait de contrôler l'appétit et plus particulièrement que les bactéries qu'on a dans l'intestin étaient capables de contrôler l'appétit. Or, on sait scientifiquement que l'appétit est théoriquement contrôlé au niveau du cerveau. Et donc on est arrivé avec justement ce qu'il décrit ici, une demande scientifique en disant finalement non, c'est pas là que ça se passe. C'est plutôt là qu'il va y avoir une intégration de certaines informations, mais les informations, elles sont dirigées ailleurs. Dans mon domaine, on dit même d'ailleurs que l'intestin serait non pas le deuxième cerveau, mais le premier cerveau probablement. Et la science arrive à démontrer ce genre de possibilités maintenant, depuis peu de temps. On se rend compte, par exemple, dans des modèles d'animaux de laboratoire, en fait, les animaux de laboratoire qui n'ont pas du tout de microbiote intestinal, n'ont pas de bactéries dans l'intestin, sur des modèles qui existent, sont complètement stériles, si vous voulez, en termes de bactéries. Eh bien, ces animaux, lorsque vous étudiez leur comportement, sont des animaux qui n'ont pas peur. C'est des animaux qui sont francs, qui vont aller fureter, aller chercher un peu partout. Si vous transférez le microbiote intestinal, on va parler simple, vous prenez les matières fécales d'une souris normale, vous les transférez dans l'intestin de cette souris qui n'avait jamais rencontré de bactéries au préalable, eh bien son comportement change. Et ce comportement est identique à la souris qui a donné son microbiote, ces bactéries. Et elle va devenir un peu plus craintive. Si vous faites la même expérience avec une souris qui est agressive, eh bien le microbiote permet d'entraîner ce genre d'agressivité chez la souris receveuse, alors qu'au départ elle ne l'était pas. C'est assez révélateur. Ah non, mais ça, c'est l'intuition de l'artiste qui à force d'épouser
les choses, finit par en retirer une intuition qu'il ne va peut-être pas pouvoir ratiociner, mais qu'il ressent et qui l'agite et qui le meut. Et un corps écrivant comme celui de Marcel Moreau a eu cette intuition-là dès Quintes. Bon, l'œuvre de Marcel Moreau n'a jamais été plus actuelle que maintenant. Mais elle était déjà actuelle au moment où il l'a publiée, bien sûr. Mais l'époque fait apparaître évidemment des choses que... Mais ça, je pense que c'est le cas d'énormément d'artistes parce qu'ils sentent ce qui va venir. Et il a senti ça au plus profond de lui-même. Ce sont des visionnaires. Mais c'est pas le cerveau qui commande au mot, hein, ce sont les entrailles. Parce que pour moi, les mots sont des êtres vivants. Hein. Finalement, j'en suis arrivé là. Et des êtres vivants, on ne peut pas passer à côté comme ça. Bien sûr, il y a des mots que je n'aime pas, comme il y a des hommes que je n'aime pas non plus. Oui, alors Moreau, c'était... On ne savait pas d'où il venait. Et alors, on apprenait que c'était un Belge du Borinage. Qu'est-ce que c'est, le Borinage? Et alors, c'était ce côté brumeux, les sentiments... Et puis tout d'un coup, la déferlante, la flamme de son verbe incendiaire. Et quand je suis partie dans le Borinage et au Pays Noir écrire L'Escarbieuse, c'était un peu sur les traces de Marcel, puisque j'ai été à Boussu, j'ai été à Elou, j'étais dans sa région, la région des mineurs, où Van Gogh était aussi auprès des plus pauvres. Et sachant, comme les escarbieuses, que dans ce tas de charbon, on va récupérer les morceaux qui sont encore bons pour se chauffer, et qu'au cœur de ces populations, il y a effectivement des êtres de lumière. Il y a pour moi quelque chose qui correspond avec ces types qui, avec leur corps, et même à poil pratiquement, dans les veines de charbon, tapant, recevant tout dans la gueule, grattant, tu vois, où le sang cogne, ouais. Où il y a des scènes de viol, tu l'as écrit et on l'a dit, où il y a des choses plates, morbides, où est-ce que tu pisses quand tu travailles dans une galerie, où est-ce que tu chies, faut pas déconner. Donc tout ça est très près du corps, et c'est le corps qui est martyrisé dans ces trucs-là. Oui, et je trouve qu'il y a une correspondance dans cette chose qu'il décrit sur le corps, sur la souffrance, sur le flux, pas toujours la souffrance d'ailleurs, sur la sueur, sur toutes les choses qui sortent du corps et son écriture. Et donc, ce travail de la mine. J'exploitais des mots comme les mineurs exploitent le charbon. Ils l'abattent. Hein, ils l'abattent avec leur pic, leur piolet. Et moi, j'avais l'impression que la difficulté que j'éprouvais à écrire à ce moment-là, c'était de l'ordre de ce travail souterrain. Abattre des mots comme on abat du charbon, c'est aussi se promettre le feu. C'est aussi une promesse de feu. On va faire du feu avec ce qu'on a, ce qu'on fait tomber. C'est un combustible aussi, le mot. Moi, je travaille très vite, et quand je lui ai montré, il m'a dit « Tu as réussi à capter mon visage quand j'écris ». Donc pour lui, visiblement, c'était important de resituer cette disposition-là. Et pour ma part, je n'ai pas cherché à faire autre chose que ce que je voyais, c'est-à-dire un homme incandescent. L'école communale à Boussu. Les filles étaient dans un rang et les garçons à l'autre rang. Donc, si on se retournait sur lui, on voyait toujours qu'il avait l'air d'écrire ou de griffonner ou de dessiner. Mais le prof pouvait l'interroger, il suivait son cours. Enfin, à ce moment-là, on croyait quelquefois qu'il griffonnait, hein, parce que... Mais au fond, quelquefois, on se dit, il écrivait peut-être déjà.
Il me fait penser aussi à quelqu'un d'autre qui est exactement de la même génération et qui est mort, hélas, il y a 2 ans, je pense. C'est Jean Louvet. Et tous deux, Jean Louvet et lui, se sont construits contre. Peut-être tous deux avaient-ils d'ailleurs comme point commun un père, l'un mineur de fond, Jean Louvet, couvreur pour Moreau. Donc des pères qui étaient dans la classe ouvrière, mais qui étaient des gens soumis à leur classe. Et lui-même, et Moreau, d'un côté lui et de l'autre côté Louvet, vont réagir par l'écriture. Le père, c'est vrai que le père, c'était son... On ne peut pas dire son Dieu, surtout pas dans le cas de Marcel, mais enfin, son non-Dieu, oui, sa grandeur. J'avais monté une exposition colloque qui s'appelait Cortex, et je l'avais eu au téléphone, et quand je lui ai dit que c'était à Saint-Nazaire, tout de suite il a réagi, on m'a dit « Ah, c'était amusant, mon père s'appelait Nazaire, etc. » Donc voilà, un petit hasard. Oui, d'autant plus qu'il cassait dans la famille, en ce sens que tout le monde s'était appelé Nazaire plutôt, et lui, c'était le premier Marcel, et c'était le premier à ne pas être couvreur. Et d'autre part, il admirait son papa qui allait sur les toits, c'était vraiment admirable à l'époque. Je me suis borné à trouver le bon contact. C'est notre ancien prof de mathématiques, Jean-Richard Lecomte, qui a trouvé, j'ai trouvé ça très très émouvant d'ailleurs, la fiche d'inscription de Marcel Moreau à l'Athénée en 1945. On y trouve effectivement la mention de l'école d'où il venait, à Boussu, et puis ce nom de son papa, Nazaire Moreau, couvreur, qui vient déposer son enfant à la grande école. Marcel Moreau, il avait quitté l'école à 15 ans. Oui, très tôt. Donc, en fait, il aurait fait au mieux son secondaire inférieur. Ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'un garçon qui avait finalement un bagage assez léger, n'ayant été à l'école que jusqu'à 15 ans, il est parvenu à devenir un écrivain monstrueux, mais dans le bon sens du terme, quoi. Comment un gars avec cette formation-là peut devenir correcteur au journal le soir? Donc ça veut dire qu'il peut relire tous les textes et trouver tout ce qui cloche, avec rien du tout comme formation. Aujourd'hui, ça nous semble totalement impossible. Au cours du soir, quelquefois, il descend d'ailleurs, il vient d'une autre planète, mais possible autrement. Donc, mais enfin, je n'étais pas la seule à le penser. On se le disait entre filles, on disait toujours... il est spécial, il est bizarre. Il ne faisait pas partie de notre monde, parce que bon, nous, il nous arrivait quand même quelquefois de sortir un peu, mais lui, jamais. On est enfant aussi. De chercher sa propre personnalité ou sa propre voix, c'est de se définir contre les adultes. C'est-à-dire comme dire « Ah, ils font comme ça, ben, je vais faire autrement ». Et c'est ça les valeurs qui sont inscrites. Ah bah, en fait, je les refuse, ou je les mets de côté, ou je m'en sers. Moi, c'est quelque chose qui me parle forcément. Et après, c'est contre et aussi tout contre. C'est-à-dire c'est aussi en tendresse, en amour pour l'être humain, mais effectivement c'est en essayant de ne pas tomber dans le piège dans lequel la société nous fait plonger tout le temps, quoi, éternellement. Construisons-nous contre, il le dit sans arrêt, et considérant évidemment qu'un des derniers arts qu'on peut vraiment pratiquer, c'est l'art de savoir détruire. L'art de savoir détruire pour d'autant mieux se réinventer et réinventer tout autour de soi. C'est encore un écrivain qui maîtrise absolument la langue. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux jeunes générations, c'est un handicap. C'est-à-dire que la langue médiatique, pour moi, c'est de la non-langue, mais bon, ça c'est mon point de vue, est telle que des livres comme les siens, il va falloir s'accrocher. Et qu'on peut en plus supposer, mais je ne peux pas l'affirmer, que dans l'enseignement secondaire,
Ça doit pas être la tasse de thé ou le brunch que l'on sert. Il faudrait que je commence mon cours en disant voilà, il y a un auteur vraiment super, mais vous n'allez pas le comprendre, vous êtes trop nul, il s'appelle Marcel Moreau. Je suis sûr et certain qu'il y a 4-5 gars qui, du coup, se diraient ah, le salopard, ils verraient ça comme un défi. Mais il y a un peu ça dans les bouquins de Moreau aussi, il y a une forme de défi aussi. Hein. Et après ce que je viens de te coller dans la tronche, chiche que tu vas jusqu'au bout du livre. Mais écoutez, j'ai une fois commencé un bouquin, le titre je ne le sais plus, mais c'était, pour moi c'était encore pire qu'un assommoir, donc j'ai abandonné parce que j'ai dit, moi je ne comprends rien de ce qu'il veut mettre, de ce qu'il veut raconter, donc j'ai laissé tomber. Sa vie est vouée à l'écriture, il n'a pas besoin spécialement de reconnaissance. Par contre, il a du plaisir à avoir un lectorat fidèle. Ça, c'est clair. Et il le respecte. Et c'est merveilleux. Je veux dire, se sentir un lecteur de Moreau, c'est presque un privilège. En tout cas, pour moi, c'en est un. Fin de la littérature, c'est peu probable. Est-ce que ce sera un long purgatoire jusqu'à ce que des écrivains des générations suivantes se rendent à nouveau compte de l'importance de la langue, y compris pour arriver à leurs effets, et que la langue de communication n'a aucun intérêt. Alors là, la sienne, c'est la langue du refus de la communication au sens bête. Une part de mon originalité, si j'en ai, ce qu'il y a de furieux et d'insensé dans ma notion de liberté littéraire, je la dois à cette chance que j'ai eue d'avoir évité l'école et l'armée. Mon inadaptation n'a d'autre origine que cette double forme d'absence au monde. Rien de ce que je fais ne porte la marque d'un système méticuleusement gravé dans l'esprit par des maîtres. J'ai appris à obéir, certes, mais à obéir mal. C'est l'essentiel. Donc j'avais 5 ans quand son papa est mort et à ce moment-là, on était très proches. Je me souviens que nous avons été priés à Dieu pour que l'intervention qu'il subissait à la suite d'une chute d'un toit, il était couvreur, réussisse et qu'il soit sauvé. Malheureusement, il est mort et je me souviens que Parrain hurlait Dieu n'existe pas et il cognait dans un sac de sable qui était suspendu dans l'atelier de son papa. Et à ce moment-là, il a vraiment perdu la foi. Je ne sais pas s'il l'avait vraiment, mais en tout cas, on avait prié pour son papa à Dieu. Je faisais cette émission qui s'appelait Idem, qui durait 3h, 3/4 le samedi soir. Sur le premier programme de la radio, j'étais avec Anne Majormans et avec Marc Rombaud, le poète Marc Rombaud. Et nous avons reçu Marcel pour je ne sais plus quel bouquin, mais il avait à peu près l'âge où son père est mort. Et il était commotionné par cela. Le fait en disant « Moi j'ai 51 ans, mon père, le couvreur, est mort à cet âge. Je ne croyais pas lui survivre. » Et c'était parce qu'il peut être très très émouvant. Contrairement à cette force qu'il donne de l'extérieur, il peut avoir un petit cœur comme ça, tout petit, un petit cœur wallon, un petit cœur de boussu, quoi, en fait, tu vois. Donc Parrain, après sa mort, automatiquement est devenu soutien de veuve. Il a travaillé d'abord manuellement dans une robinetterie. À la mort de mon père, curieusement, ou peut-être logiquement, je ne sais pas, je suis devenu sérieux, c'est-à-dire que je me suis intéressé aux grands auteurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert Nietzsche et Dostoïevski. Et ça a changé toute ma vie, vraiment. C'est ça que je ne supportais pas inconsciemment, peut-être, à l'école, qu'on me dicte ce que je dois penser, ce que je dois croire, ce que je dois lire. Non, c'est hors de question. Quand on a fait des rencontres avec lui, je me souviens d'une où il devait avoir bu, mais enfin, ça c'est pas le problème, ce qui tient bien. Il n'avait pas envie. Alors j'ai pas dit qu'il... Ça, ce serait trop dit. Il dit qu'il a saboté là. Mais on aurait mieux fait de faire la rencontre sans lui, parce que
Les réponses étaient des impasses. Ça l'intéressait visiblement pas, ce jour-là en tout cas. Voilà, c'est lui. Mais je crois que les concepts l'emmerdent royalement. Et c'est ça, moi je l'ai vu en interview avec des gens qui essayaient d'amener à la psychologie ou des choses comme ça, mais il les a vertement répondu. Et j'en ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que je me suis dit, ah, enfin. Je crois que le thème est l'ennemi de la littérature. C'est jamais thématique. Le thème est un prétexte. Et donc il n'a pas thématisé ce qu'il fait, ce serait trahir. D'où la difficulté de parler. Pour un écrivain comme lui, c'est très compliqué de parler de son œuvre, parce qu'il deviendra son commentateur. Je dirais son commenteur. Ça donne à penser, mais lui n'est pas le penseur de son œuvre, ni son commentateur, certainement pas. Enfin, pour moi, ça, c'est un vrai écrivain. Je ne fais pas le métadiscours de mon œuvre comme le font beaucoup d'écrivains. Et donc justement, dans des manifestations comme celle à laquelle je fais allusion, il voulait pas qu'il y ait une doxa qui sorte de l'entretien. Il m'arrive de faire des dîners où je fais des lectures de Moreau. Donc je dis, est-ce que vous voulez bien que... Et je demande pas, j'attends même pas la réponse, je le fais. Parce que j'ai tellement envie de partager Moreau. Et je suis ravie d'entendre que vous ayez la même envie. Je ne suis pas tout à fait folle, alors bon. Quand vous me reviendrez nus, malicieux, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts posant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse. J'ai dit, mais tu ne veux pas essayer d'écrire quelque chose qui a la forme d'une chanson. Et là, il s'y est mis. Et ça, c'est quand même formidable. Et puis on a fait ça un peu à deux, et puis il a fait tout seul. Et là, c'est un petit bijou de classicisme. Hein. Quand vous me reviendrez nue et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux. C'est très, très, très beau. Mais c'est presque moyenâgeux. Et c'est ça aussi la qualité. C'est extraordinaire chez Moreau, quand on voit son parcours, d'où il vient, sa perception des choses, et puis à d'autres moments, ce classicisme comme ça, c'est magnifique. Moi, je pensais le faire en me disant peut-être ça va l'aider, quelle prétention, parce que comme je n'avais pas derrière les moyens promotionnels, on va dire, et que c'est pas lui qui se préoccupe de la promotion, eh bien voilà. Et je pense que dans les critères, dans les codes télévisuels dominants, à la limite, on ne lui rend pas service. C'est-à-dire que le problème, c'est justement de faire émerger ce type qui vient du fin fond du Borinage, qui a passé toute sa vie professionnelle avec des gens particuliers. Hein. Les protes, c'est un monde. Enfin, moi, je ne le connais pas, mais il me l'a dit et on l'a toujours dit. C'est pas le club des journalistes du Soir ou du Figaro. Hein. Mon métier de libraire a commencé à se mettre en route et je me suis dit quand même, c'est embêtant. Marcel, toutes ses œuvres sont éparpillées. Il faudrait faire un travail pour que ça fasse sens et qu'il réapparaisse réellement pour le public et que son travail, il faut absolument qu'on rassemble son travail. Donc j'avais mon amie Florence Robert avec qui je travaillais aux éditions de Noël. Je l'ai appelée. Évidemment, elle a tout de suite adoré. On avait aussi la chance que Olivier Rubinstein dirigeait De Noël, qui est une filiale de Gallimard. Donc on a fait ce travail-là avec Florence, de rassembler son œuvre dans un volume qui s'appelle le De Noël des heures durant. C'est-à-dire que c'est un volume qui regroupe les 5-6 œuvres importantes de Marcel. Dans les années 85, par là, quand je tournais Mauvais Sang, souvent je flâne en librairie ou en bouquiniste, j'aime bien découvrir comme ça des auteurs, ou selon un peu le goût du jour, un peu l'inspiration. Il y a un titre qui va me plaire, ou même de quelqu'un que je connais pas du tout, dont j'ai jamais entendu parler. Et là, j'étais tombé sur un bouquin orange, je sais plus c'était édité chez qui, avec une couverture orange assez attrayante, qui s'appelait Cahiers caniculaires. Donc c'était Marcel Moreau. On a toujours l'impression qu'on rencontre un livre par hasard, mais je pense que c'est l'expression moderne du destin. Je devais avoir une vingtaine d'années quand La pensée de mon gueule est arrivée entre mes mains.
J'avoue que c'est le seul livre de Marcel Moreau que j'ai lu, mais il a produit sur moi une immense impression. À la suite de pour la sortie de ce quarto, je me suis dit, il faut quand même, de Noël 2h10, il faut quand même marquer le coup. Il faut qu'on fasse un événement conséquent, à la hauteur du personnage. Donc j'avais dans mes bagages... Marcel m'avait présenté Jean Guillou, qui est le plus grand organiste de Saint-Eustache, cette cathédrale inouïe, et j'avais mon ami Denis Lavant. Donc on va organiser à Saint-Eustache une soirée, une lecture d'hommage à Marcel. Et ce qui était très émouvant aussi, c'est que Marcel, jusqu'au bout, corrigeait ses textes. Il disait « Ah, Denis, il faudrait enlever cette virgule, il faudrait rajouter ce mot, parce que j'aime plus tellement ce mot, j'ai écrit ça il y a... » Donc jusqu'à la fin, il corrigeait. Denis, à la fin, il commençait à dire « Là, Marcel commence vraiment à me prendre la tête, là, qu'il arrête de corriger. » On a eu beaucoup de succès, il y avait énormément de monde. Et j'ai vu comme ça, autour de Marcel, une grande fraternité du feu. Des gens, jamais il laissait les gens tièdes, des gens enfiévrés par son travail, comme un travail qui agit sur nos entrailles, sur notre être, et qui est libérateur. Mais on a fait trembler le ciel ce jour-là. Quinte parcourut ainsi la rue de la poésie démente, décoiffé, ses grands bras noirs déployés, grinçants. Il courait dans sa propre souffrance, dans ses rires figés comme des bas-reliefs. Il traversait des pierres à la nage. Il nageait tellement bien qu'il eût dû apprendre à se noyer si tel avait été son désir. Pas improbable du tout, ce désir. Il se sentait, je dirais presque, cerné par ce qu'il a mis en évidence dans Livre, notamment la haine et la trouille. C'est très caractéristique. Dans Livre, il en parle de cette façon-là, en disant que nous sommes, nous, ici, dans le borinage et dans ce boussu dont il a dit « toute boussu », ça c'était quelque chose qui a beaucoup heurté ses concitoyens, mais qu'il se trouvait aussi dans ce pays entre la haine et la trouille, mais dont l'antidote était peut-être et probablement l'amour. Et en fait, Marcel est très attaché à sa sœur, à sa grande sœur qui est décédée il y a peu de temps. Et il lui doit la vie, puisque en fait, ses parents ne voulaient plus faire d'enfants et c'est elle qui a dit « je veux un petit frère ou un chien ». Et elle a eu un petit frère, donc Marcel Moreau. Et donc il était très attaché à Lydie et il revenait très souvent la voir. Voilà, maintenant elle est décédée, donc il a moins de raisons de revenir dans le borinage. Il a un peu coupé les ponts avec la région, avec la Belgique, même si je pense que la nature du paysage ici, l'âme du paysage, si on peut dire, c'est un peu grandiloquent, mais a quand même nourri son œuvre de fond en comble jusqu'à aujourd'hui, encore maintenant, quoi. Même si Marcel rejette complètement l'identité belge, il rejette de toute manière n'importe quelle identité. Et il y a quelque chose dans la littérature de Marcel qui appelle vraiment à créer un nouveau territoire, qui n'est pas du tout un territoire géographique habituel, mais qui est vraiment un territoire linguistique. C'est le seul territoire vraiment stable dans l'œuvre de Marcel, c'est quelque chose d'assez bancal et c'est la langue française. Je professe un patriotisme littéraire, verbal, quoi. Je suis prêt à me battre pour les mots, par exemple. Défendre le territoire des mots. Soigner les mots, comme il disait. Mais bon, d'abord, un écrivain autodidacte avec une telle puissance d'écriture, c'est pas courant, quoi. Et puis, je pense que son parcours, même à Paris, quand il est arrivé en 68, il a vu que c'était pareil, que c'était une mafia, que voilà. Et bon, c'est un homme solitaire, Moreau. C'est un homme qui écrit. Il passe pas son temps dans les coteries, dans les... Voilà, c'est ça, moi, qui me fascine. C'est ces types qui écrivent juste pour écrire, qui ne veulent pas plaire. Le souci de Moreau n'est pas de plaire. Est-ce que vous pouvez imaginer l'époque où vous serez un écrivain coté, admiré, et où vous entrerez à l'Académie? Oh, pas question. Il ne connut que des obstacles. Son milieu ouvrier, la Belgique en tant qu'empêchement à bien parler, à bien écrire, à se faire respecter comme fou ou assoiffé d'absolu, son manque de débrouillardise, l'interruption de ses études à 15 ans, son infecte maturation dans les bureaux, sa longue attente de l'amour. Cet homme qui se veut indomptable
Habite dans la banlieue de Bruxelles, rue de la Malposte. Un bien joli nom pour une rue bien triste. Ah bon? Le Moreau qui a écrit « Par le mariage, l'instinct de démission de l'homme, en se donnant libre cours, le pousse dans l'hospice des âmes. Vit ici aux côtés d'une épouse diligente, attentive. » Le plan a été fait à peu près ici, puis on voit que c'est à peu près les mêmes dimensions. On voit le petit code sur le côté. La verrière est à peu près la même hauteur. Tout est là. Sauf le monsieur. D'abord, il a travaillé comme correcteur au journal Le Soir, il a raconté ça dans les sous-sols, c'était le prolétaire de service. Tous les grands écrivains ironiques de l'époque, Jean Tordeur et les autres, le traitaient comme... voilà. Et donc, il n'était pas dans la littérature, il était dans les bas-fonds de la littérature comme correcteur. Ses livres commençaient à être connus, et donc on lui a demandé au Soir de devenir critique, ce qu'il a refusé, pour garder justement son indépendance, pour garder sa liberté. Donc c'est avant tout être fidèle à soi, être fidèle à l'écriture. Un des personnages importants de la rédaction disait à ses journalistes « écrivez gris ». Ah, vous voyez Moreau là-dedans, c'est pas possible. Écrivez gris. Moreau, qui gagne sa vie comme correcteur, n'a pas voulu nous montrer le bureau dans lequel il travaille. Mais il suffit de lire Kant pour s'en faire une image. Le bureau se trouve dans un immeuble dont la seule hideur tend à putréfier le reste de l'avenue, réputé pour ses grandes joailleries. On y travaille assez puissamment. On y imprime des publications ennuyeuses qui ne semblent jamais sortir de là, tant l'activité est réduite à l'heure de la diffusion. Des journaux humoristiques, des feuilles excitées dont les titres pataugent dans une boue rouge et noire, sur lesquelles se précipitent le soir venu les mamans et les papas en proie aux dernières curiosités malsaines de la journée qui fut fatigante, mais pas au point que les malheurs des inconnus et le roman pernicieusement illustré en perdent tout attrait, hélas. Tel est l'endroit où la vie perd une à une ses raisons de rugir, et où les quelques suprématies de l'âme humaine, tout entière régie par le démon des œuvres, rejoignent graduellement l'unisson vassal des animalcules. Tel est le lieu que l'on a envie d'incendier pour que les flammes qui s'en élèvent garantissent la purification des médiocres et ressuscitent les folles récalcitrances du corps et de l'esprit. C'est grâce à lui que j'ai pu faire des études supérieures en logeant chez lui. C'est à Bruxelles qu'il a commencé à écrire. Sur son bureau s'étalaient des feuilles couvertes d'une écriture qui semblait y avoir été clouée de force. Après s'être longtemps débattu, lorsqu'il s'assit devant elle, il crut à une farce, à une méprise. Mais non, c'était bien lui qui avait écrit ça. Quelques années plus tôt, il avait acheté des feuilles, il en avait pris une, et de sa plus belle plume, il avait tracé une ligne, pas plus longue qu'un ver de terre. Puis cette ligne s'était allongée au fil du temps, c'était comme une chose qui s'étire, qui s'ajoute sans cesse des pointes, des taches. On ne sait pas si c'est du vomissement ou de la procréation. Et finalement, on obtient une page, 2 pages, ainsi de suite. Jusqu'au moment où, comme aujourd'hui, on souffle un peu, on regarde, hagard, d'un air idiot, ce qu'on a fait. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Une énigme. Cette petite écriture de pattes de mouche, parce que c'est ça, hein, de mouche arabiée comme ça, où il se cache derrière et en même temps il fait tout éclater, extraordinaire, quoi. Et c'est un geyser, c'est une salve, c'est plus qu'un feu d'artifice, hein, parce qu'il n'artificie rien lui, il dit tout dans ce qu'il est. Et donc c'est un éclat et c'est une merveille. Alors quand on lit, si on lit tout son courrier, ce qui était mon cas, j'ai une trentaine, quarantaine de lettres là, eh bien, on a mal au cou. Parce qu'on doit le suivre comme ça, revenir, se pencher. C'est extraordinaire. Puis j'ai vu ces brouillons, ça correspond vraiment à ça, c'est quelque chose qui est vraiment sculpté quoi, sur le papier, quoi, qui est dans un mouvement, un flux, et je le retrouve physiquement, dans le souffle, dans la respiration de ces textes. Marcel Moreau, c'est du cantejondo, c'est ce qui sort du ventre, c'est charnel, c'est beau, c'est, comment dire, quoi, c'est pas banal, Moreau. Il y a une espèce de tonitruance verbale que
que j'ai pas retrouvé ailleurs, enfin, ou alors peut-être chez Artaud. Il écrit en dansant. Nietzsche raconte dans Nietzsche, moi j'écris avec mon pied. D'ailleurs, quand vous voyez ces manuscrits, ils vont dans tous les sens. On peut, Alechinsky s'est emparé de ces manuscrits pour retravailler. On pourrait, comme dans une exposition, exposer ces manuscrits. On peut les mettre au mur. C'est une œuvre d'art, ces manuscrits. C'est de la peinture. À l'époque, il était sur l'ouvrage où il l'avait déjà donné à son éditeur, je crois, Corpus Crypti, là, et qui faisait vraiment un écho étrange avec cette exposition colloque que j'avais montée qui s'appelait Cortex. Donc, en jouant sur ce jeu de mots, j'avais invité plusieurs peintres comme Velikovic, Rustin. C'était un mélange de peintres, d'écrivains, de philosophes, de scientifiques aussi, qui étions là à réfléchir sur cette étrangeté du corps, qui est aussi un texte, qui est aussi un récepteur d'information, et comment comprendre le passage de cette image à cette information, à ce texte qui est en chacun de nous. Quand on le lisait et qu'on avait certaines images, dont celle de Velikovic, on se disait, mais c'est fabuleux, c'est comme le même tracé, mais qui est sur du blanc, et qui n'est pas dans la masse de la langue. Enfin, moi, à chaque fois que je reçois une lettre, je suis à partager entre l'excitation et le fait qu'il va me falloir 45 minutes pour la déchiffrer. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est vraiment très beau. Et je trouve que toute l'idée de rythme dont il parle, elle est vraiment présente ici. Moi, pour le tatouage, c'est vraiment bien parce que c'est difficilement lisible, donc c'est plus dans la symbolique. Là, je vais voir, on va un peu voir comment ça peut tourner autour du bras. C'est bien que ce soit illisible un peu. Est-ce que la vie de l'écrivain est compatible avec la vie de famille? Je pense que la vie d'écrivain est compatible avec la vie de famille, à condition que cet écrivain soit un homme fort, qui n'abdique rien de ses prétentions et qui veuille, qui ait la volonté d'aller jusqu'au bout de lui-même. Oseriez-vous dire comme Gide, famille je vouais, vous qui utilisez la haine avec frénésie? Oh non, pas du tout. Je n'éprouve aucun ressentiment contre la famille. C'est la solitude qui permet ça. Oui, mais elle ne s'occupait pas tellement à l'époque de ses enfants. Il fallait même faire le silence quand il entrait. Il y avait les mots qui chantaient dans sa tête et il voulait que ses enfants, à cette époque-là, j'étais chez lui, que ses enfants soient des grands, par exemple, qu'ils ne lisent pas des bandes dessinées. Il aurait fallu déjà tout de suite qu'ils lisent des livres intéressants directement. Et il fallait lire des bandes dessinées presque en cachette. Il était un père assez sévère. Il voulait directement qu'ils soient déjà des grands. C'était une période difficile pour lui, pour le fait que Quint soit toujours refusé, retravaillé, etc. Il se posait des questions sur lui-même, sur son art. Et c'était l'époque où les enfants étaient petits, c'était pas toujours facile. Regardant jouer les enfants, je retenais ce discours intérieur. Moi qui cultive en vous la sensibilité, je vous condamne par là même à la vie la plus difficile. Si j'étais réellement soucieux de votre bonheur futur, je ferais de vous, dès maintenant, des êtres durs et froids. Pour survivre dans le monde de demain, il s'agira d'être plus insensible que cruel, plus égoïste que jaloux de son moi, plus âpre au gain qu'avide de la fortune des mots. La vraie femme dans son œuvre, c'est l'écriture. Et à travers l'écriture, il parle du monde comme s'il, faisant l'amour au texte, faisant l'amour aux mots, il faisait des enfants qui lui ressemblent absolument, mais que nous pouvons recevoir comme si c'était les nôtres, ou comme si nous étions nous-mêmes issus de ce souffle verbal, puisqu'on
on s'y reconnaît. Et peut-être c'est pour ça que tant de gens d'origines aussi différentes, d'horizons aussi divers, ont été fascinés, passionnés par cette écriture qui va au fond des choses. Et une fois qu'on va au fond des choses, eh bien, forcément, on se met à dos la superficialité de certaines personnes et on touche d'une manière fondamentale d'autres individus. J'aimais beaucoup Dali. C'était pour moi une grande amie. C'était une fille de Boussu aussi, qui savait se serrer la ceinture pour lui permettre, pendant les vacances, de voyager seule. Elle restait avec les enfants. Il partait souvent, soit avec l'Orient Express, il a fait des voyages extraordinaires, soit en bateau. On ne savait jamais trop où il allait, jusqu'où il allait aller. Je me souviens qu'il était en Iran. Il avait l'Iran d'il y a longtemps. Et là, il se promenait dans le grand bazar et à un moment donné, il a failli être dépouillé. Et, il voyageait comme un pauvre peut voyager, donc sans beaucoup d'argent. Il aimait ce contact avec les gens et ces voyages qui n'étaient pas organisés du tout. Il partait vraiment à l'aventure jusqu'au moment qu'il n'y a plus d'argent, où les vacances étaient finies, il devait retravailler, quoi. Et il est devenu écrivain, mais je crois avec rage. Il avait comme une vengeance à prendre sur la vie, sur ses études interrompues et pas très brillantes, je dois dire. Donc, il était toujours un petit peu... il voulait toujours être un écrivain qui frappait fort, qui faisait mal parfois aussi. À lui-même aussi, je suppose. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre c'est presque athlétique, hein, presque athlétique et en tout cas fort anticulturel entre guillemets. Si on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'il a arrêté l'école, etc. On a l'impression que tu parlais de combat, qu'il écrit comme on va courir ou comme on tape dans un sac. Et petit à petit, le sens de son texte vient et quelque chose se construit et le sentiment que moi, en tant que lecteur, j'ai, c'est que les phrases, les premières phrases finissent par trouver leur sens et leur importance parce que petit à petit, les choses se mettent en place. Tout comme il frappait avant sur ses sacs de sable, il frappait aussi sur sa machine à écrire. Il écrivait de façon comme ça très convulsive et parfois même très violente. Les médecins de sa ville, après Quinte, ou Bagnères de Bave, je ne sais plus, étaient surpris qu'un génie ait pu naître en leur terre et ne pas être au courant. Et la conclusion de leur débat, c'était « il faut l'enfermer ». C'est pas qu'il est cynique ou dépressif, c'est que Marcel, à aucun moment, ne s'associe au pouvoir. Marcel a tout à fait conscience que la puissance et le pouvoir sont deux notions très différentes. La puissance, elle est dans l'être, et la puissance se partage, pas le pouvoir. Le pouvoir s'impose. Et cette très haute conscience de Marcel de rejeter le pouvoir et d'en montrer non seulement les limites, mais les articulations, font que par un glissement sémantique, on essaie de le faire passer pour un excessif ou un dépressif. Mais à bien y regarder, c'est avant tout une charge du pouvoir par une jouissance constante de la vie, mais la vie profonde, pas la vie des apparences. Et cette Belgique de l'après-guerre, qui est sortie de la question royale, ce qui est important aussi à dire, d'une certaine façon mise tout sur la reconstruction. Le pouvoir littéraire, puisqu'il y a toujours un pouvoir littéraire, a été pris par ce qu'on pourrait appeler des écrivains académiques. Il y a une sorte d'image de la littérature qui est de l'ordre,
c'était un peu excessif de l'ordre de la glaciation et du marbre, enfin. Parallèlement à cela, va arriver la bombe Moreau. Il a travaillé 7 ans avant l'apparition de Quinte, et c'était un très long cheminement parce que Quinte était refusé maintes fois par les éditeurs. Et quand il est paru chez Buchet-Chastel, c'est aminci. Donc il lui restait pas mal de chapitres qu'il a gardés et qui sont entrés dans l'écriture de Bagnères de Bave automatiquement. Ça lui permettait d'avoir des idées pour un autre livre. Et Quinte a été salué par de nombreux artistes, Simone de Beauvoir, Jean Paulhan, Anaïs Nin. Quinte a eu beaucoup de succès. Il ose tout, y compris toucher à la langue, qui est quand même le tabou des dernières décennies. Et puis il joue sur les mots comme ça, des mots wallons, un peu comme Verhaegen à ce moment-là. Et donc il invente, il revisite la langue. C'est un inventeur de la langue aussi, pas seulement des rythmes, même les mots sont retravaillés. Je crois que c'était un coup de canon dans le concert de la littérature de l'époque. En effet, il y avait une sauvagerie surréaliste, il y avait le choc des images, il y avait les souterrains des ténèbres, il y avait des cascades sombres de phrases et d'expressions, et c'était justement un style qui était dans la typologie de la cavalcade mongole et d'une brutalité totalement sauvage, qui ne faisait attention à rien qu'à la folie d'avancer, de conquérir, de déchirer. La démesure, c'est ce qui nous permet de passer du piétinement au bond et au saut. On est environné de mesures. La mesure nous opprime. La mesure, c'est ce qui nous rend si gris, si morne. La mesure, c'est ce que le blablabla des pédagogues et des hommes de loi nous apprend à célébrer. Et la démesure, c'est ce qu'on nous apprend à refouler. En vérité, nous vivons comme des fauves en cage. Nous sommes littéralement séparés de la vraie vie. Or, rien de grand ne s'est fait sur la démesure. J'ai été très ému par ce qu'il dit de sa mère. Ses colères, son inaptitude, comme lui, au bonheur, tu vois. Et une phrase extraordinaire: je résistais mal à son pelotement spasmodique dans un coin lacrymalisé de la cuisine. Eh bien, ça, c'est une écriture formidable. Lacrymalisé, inventer ce terme-là pour les pleurs de sa mère. Elle aurait peut-être aimé qu'il écrive un livre qu'elle aurait pu conseiller à ses amis ou amis, mais enfin, c'était pas du tout le genre de livre qu'on lisait à Boussu. Donc, elle avait d'ailleurs écrit une lettre, il va se servir de cette lettre-là dans un autre de ses livres, où elle lui fait quelques recommandations sur l'écriture. Mon cher garçon, j'ai déjà lu une partie de ton livre et je dois dire que je suis du même avis que la critique du Monde. Il est trop bourré. D'abord, je trouve que tu parles un peu trop des femmes. Des seins de femmes, des fesses avec de la laine dessus. Et puis quand tu parles de la césarienne de Rennes avec sa chair puante et de l'ouate dessus, il me semble qu'il y a un manque de respect pour la femme. Et le père de Quinte qui sent le pipi. Et les crachats, les glandes, les verges. Tout ça ne me dit rien. Note bien qu'il y a de beaux passages, mais aussi avec des mots trop compliqués. En résumé, un vocabulaire très riche, mais le style trop difficile. La suite à plus tard. Critique de ta mère, Louise. Le passage chez Gallimard est quand même très bref. Moreau, âgé continu chez Gallimard, la façade Gallimard s'effondre. Moreau, ça déboule en force, et dans ce qui est raconté, et dans le ton qui est utilisé pour le dire, et dans la forme d'univers de la langue, surtout dans les premiers textes, ça changera un peu après, qui constitue donc pour nous une révélation, j'ai envie de dire, et il y aura des rapports entre eux d'ailleurs, aussi forte que quand nous avons vu les premiers spectacles du théâtre laboratoire vicinal de Frédéric Bahl.
c'est concomitant. Et c'est important à rappeler. C'était en 1967. J'avais pour ami Gérard Prévost, que je voyais depuis plusieurs années, et il était lecteur aux éditions Gallimard. Et un jour, il m'a parlé d'un écrivain extraordinaire, il m'en a parlé en termes dithyrambiques, qui avait publié 4 livres et qui était correcteur au journal Le Soir à Bruxelles. Le lendemain, je suis rentré à Bruxelles, j'ai acheté ces livres immédiatement, je les ai lus en quelques jours très très attentivement, j'étais absolument émerveillé, c'était une découverte considérable. Et j'ai téléphoné à Marcel Moreau au soir, que j'ai vu, c'est le cas de le dire, le soir même. Et après une demi-heure, il a eu une sorte de crise, il était furieux contre un critique du journal Le Soir, parce qu'il prétendait que dans telle phrase, il fallait un subjonctif imparfait, et le critique n'était pas d'accord. Il a d'ailleurs gagné sa bataille. Mais vous voyez quelle attention il portait au langage pour être dans un état pareil. Donc ça commençait bien. Et j'ai donc rendu visite à Jean Dubuffet. 1 heure après avoir parlé de Marcel Moreau à Jean Dubuffet, j'étais chez Buchet-Chastel, où donc j'ai eu le livre Le chant des paroxysmes, et je l'ai apporté à Jean Dubuffet, qui a été très très enthousiasmé immédiatement dans les jours qui ont suivi. Il a lu les autres livres de Moreau, il lui a écrit, il l'a rencontré. C'était une rencontre merveilleuse et ils ont été en rapport l'un avec l'autre jusqu'à la disparition de Dubuffet en 1984. Et il se barre, il va s'installer à Paris. Je trouve qu'il a une position bien plus anarchiste que la nôtre. Ah, bien évidemment. Où tout seul, il s'invente, avec femme et enfants à l'époque, armes et bagages, et hop, il se dit « je serai écrivain », il écrit, et il n'a plus que ça en tête. Paris, c'est le pôle, on peut même dire hélas, mais de la reconnaissance littéraire. La ville est beaucoup plus grande, la ville est traversée, surtout à l'époque, par des courants très contradictoires. Le pouvoir médiatique des pseudo-intellectuels n'a pas encore eu lieu. Et je pense même que pour sa vie privée ou pour ses excès, l'espace est beaucoup plus grand et donc est meilleur pour lui. Et il est arrivé à ma table de critique littéraire et j'ai eu la révélation de ce retentissement, de ce grand craquement intérieur, la pensée mongole. Le personnage est très impressionnant. Hein. Il ressemble un peu à une espèce d'ogre, d'ogre barbare. J'adore d'ailleurs cette apparence qui est tellement éloignée de l'image de l'écrivain parisien avec son écharpe blanche. Et il fait peur, Marcel Moreau. Il a une séduction, mais il fait peur. Et j'ai très longtemps eu l'affiche de la pensée mongole dans ma salle de bain. Malheureusement, depuis lors, j'ai déménagé. Mais je peux vous garantir, et je ne dis pas ça parce que vous m'interviewez à son sujet, il ne se passe pas de jour sans que le très long monologue de la pensée mongole sur la pure flèche, sur la pensée qui doit être pure flèche, ne me passe par l'esprit. Parce que c'est tellement mon idéal, justement, ce langage qui n'est que énergie, qui ne véhicule pas forcément autre chose que sa propre force. C'est tellement mon idéal en matière de littérature que je ne peux pas faire autrement que d'y penser tous les jours comme un leitmotiv. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai réussi à trouver l'adresse de Marcel, donc je lui ai envoyé une lettre et du coup il m'a répondu. Et à partir de là, on a commencé à se voir et j'ai commencé à pas mal traîner dans l'appartement de la rue Cambronne. J'étais étudiante en art, mais voilà, j'avais toujours une passion littéraire un peu secrète. Et je suis rentrée chez moi et je lui ai écrit, un peu avec la fougue de mes 17 ans. Marcel noue des liens passionnels comme ça avec certains de ses lecteurs qui vivent son écriture comme une délivrance. Et donc, quand je suis tombé sur les mots de Marcel Moreau qui avait l'air de dire t'es pas un débile mental, en fait c'est normal, c'est vrai, c'est décevant, et des trucs ça va pas, ça devrait pas être comme ça, et puis qu'en plus trouver des mots exceptionnels et un rythme génial pour en parler, c'était parfait, quoi. Il avait trouvé en fait la petite musique qui me convenait pour dire ce que je pensais. Donc, voilà.
Moi, j'étais très punk à l'époque, j'avais les cheveux verts. On allait un peu ensemble, des fois, faire les lectures de Marcel, etc. Je venais toujours avec lui. Je crois qu'il aimait bien aussi ramener la petite jeune punk qui mangeait tous les petits fours des buffets littéraires. Quelque part, ça lui allait bien. Et donc voilà, et à force, on est devenus assez proches et je suis venue une semaine chez lui parce que lui avait envie de parler un peu de sa vie à quelqu'un de plus jeune. Je crois pour faire le point, pour avoir un peu de compagnie, etc. Et depuis ça, on a été très proches. Donc c'était rigolo. Moi, j'étais jeune, je me couchais chez lui à 3h du mat. Lui se réveillait à 4h pour écrire sur sa machine à écrire. Et voilà, c'est devenu très vite, en dehors de l'écrivain pour qui j'avais une fascination, c'est devenu un pote. Je pense que j'ai eu à peu près les mêmes 20 ans que Marcel Moreau, en ceci que cet âge a été pour moi d'une très grande noirceur. Et La pensée mongole, c'est un livre noir, mais en même temps c'est un livre d'une puissance extraordinaire. Il y a ce très long passage où il martèle le mot « pure flèche » à plusieurs reprises et qui est un texte d'une énergie absolument volcanique. Volcanique est un adjectif qui va très bien à l'œuvre de Marcel Moreau, mais particulièrement à ce passage-là. Et à 20 ans, quand j'étais vraiment dans ma période noire et désespérée, dès que je tombais sur un texte dans lequel il y avait de l'énergie à puiser, je m'y raccrochais de toute ma force. Et j'en ai connu d'autres qui étaient fascinés par Moreau dans les jeunes. L'histoire de Stéphane Mandelbaum, elle fait partie de notre histoire. J'ai toujours eu l'impression que quelque part, Stéphane avait pris au mot l'univers de Marcel. La part autodestructrice a fini par devenir la clé, sans contre-feu. Et ça, à l'époque, ça m'avait très très fort troublé. Je n'en ai jamais parlé. Mais c'est ce que je pense. Je peux me tromper. Ce n'est ni parce qu'ils sont mal éclairés, ni parce qu'ils sont désargentés, ni encore parce qu'ils manquent de loisirs, que les modestes ne vont pas aux livres qui perturbent. C'est parce que l'illusion de la libération de tous les détourne des tensions personnelles qu'exige la libération de soi. La foule des vaincus d'avance ignore ou feint d'ignorer qu'un livre peut se détacher d'un rayon de la même manière qu'une carabine peut se décrocher d'un mur. Si on n'est pas ancré en tant qu'être, on perçoit ces élans comme des excès. Alors qu'il ne s'agit pas d'excès, il s'agit de justesse. Et il s'agit de justesse parce qu'il est dans le paradoxe. Il peut aller dans le vertige pour avoir la pleine conscience de notre propre pesanteur. Mais si on n'est pas ancré, ou si on est dans un esprit de destruction, évidemment, on va se heurter à penser que c'est une pensée excessive. La triste histoire de sa fin, elle ne pouvait pas ne pas donner à penser, et non pas sur la responsabilité de Marcel, mais justement ce qu'une lecture sans les contrepoints qui ne sont pas forcément dans l'œuvre peut amener. Et je crois que lui, s'y est brûlé les ailes, voilà. Il a eu une correspondance avec des prisonniers. Et quand il était question, lui, de mettre fin à ses jours, un des prisonniers qui était sorti il y a peu lui a dit « Écoute, toi, tu ne sauras pas le faire, mais moi, je peux le faire pour toi et je suis prêt à retourner en prison pour toi. » Et Marcel a enclenché chez tous ces gens un tel sentiment de libération. Effectivement, pour l'esprit contraint, il ne peut pas comprendre ça. Mais la dimension formidable, j'ai pas envie de dire la pensée de Marcel, ce serait le réduire à la tête, le souffle qui prend le corps entier, c'est d'accepter inconditionnellement qu'une réflexion n'a de sens qu'en enveloppant son paradoxe. Allez vous faire foutre, chers parents constructeurs de bébés parfaits, chers militants de l'instinct paternel, maternel, façonneurs de merveilles, chers croyants de tous bords, chers convaincus du devoir d'éducation sans faille, abominables emmerdeurs, programmateurs pour la perpétuation de l'espèce, fidèles du culte le plus intransigeant sous tous les masques de la bonne conscience, du devoir, de la foi, de l'humanisme, de tout ce qui cracherait le feu des holocaustes vengeurs si on osait gratter jusqu'aux sous-couches de l'amère connerie. Je considère par exemple que la jeunesse est beaucoup trop sage aujourd'hui. La jeunesse ne vit pas follement. J'entends des gars de 20 ans qui parlent
de leur carrière, de la sécurité sociale. Mais voilà, ça me laisse rêveur parce que non seulement je considère que la jeunesse doit être folle, mais je considère que la grande tâche de la vie, c'est de perpétuer cette folie dans l'âge adulte. Il ne faut pas laisser le monopole de la révolte à la jeunesse. Il faut que les hommes que la révolte soit un état permanent et qu'elle se retrouve dans l'homme de 50 ans comme elle a été dans l'homme de 20 ans. Toutes les révolutions que je suis le témoin, le spectateur, ça me laisse quand même un peu indifférent, quoi. Je n'y crois plus beaucoup. Je crois à une révolution intérieure, mais pas du tout à une révolution collective. Voilà, c'est toujours la répétition de vieux clichés, apparemment sulfureux, et puis ça ne va pas plus loin. Hein, je ne peux pas me satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui, et en même temps, je n'ai pas de remède pour surmonter. C'est la vie intérieure. La vie extérieure m'importe peu. Elle me laisse indifférent. Je n'en jouis pas et je n'ai pas envie d'en jouir. Voilà. C'est une société de simulacres et de faux semblants. Il y avait un parcours quand même très politique. Discours sur les entraves, la pensée mongole, un peu anarchisant. C'est pas un hasard s'il est l'ami de Topor ou s'il est l'ami de Van Eghem. C'est pas un situationniste, mais il était, disons, politiquement correct. Il y a de nombreux points communs, Marcel Moreau, et le Van Eghem du traité de savoir-vivre et de son époque situationniste proprement dit, qui s'avérait beaucoup plus véhémente. Ils font tous les deux exposer le langage, on peut parler de leur verbe de feu. Et donc, une œuvre comme celle de Moreau était extrêmement précieuse et très importante parce qu'elle était en sorte, quelque part, un appel à l'insurrection généralisée. Pour lui, on ne peut que critiquer ce monde ignoble qu'en recourant à des crimes délicieux. Sa notion de criminescence est tout à fait excitante. Il propose aux révoltés de sonder ce qu'il y a de plus scandaleux en eux et il nous propose d'assumer nos extrêmes jusqu'à l'esclandre. Ce qui va loin, puisque Marcel Moreau est partisan du crime justicier, ce qui n'est plus le cas du cher Raoul. Bon, nous avons plus que jamais besoin de révolter de ce genre. Il n'y en a pas tellement. Quand on voit la situation dans le monde, qui est une véritable catastrophe, où l'économie néolibérale est occupée à écraser les États, où les institutions financières sont plus importantes que les États, et donc menacent directement la démocratie. Or, une démarche comme celle de Marcel Moreau, qui n'est pas directement politique comme celle de Brecht, par exemple, mais qui est très politique dans la mesure où il part de l'individu. Il part des profondeurs d'un être qui se sent très mal et qui ressent l'oppression généralisée et qui décide de combattre cette oppression à partir de lui-même. Le Lascar devait s'y trouver, car c'est évidemment un des auteurs corrosifs les plus dangereux pour les pensées établies, pour les normalités flics. Alors, il n'est pas là parce que c'est le meilleur écrivain belge de très loin qu'on ait jamais eu. Il est là parce que c'est un des rares pamphlétaires d'aujourd'hui qui propose que la révolution se fasse aussi bien en nous-mêmes qu'à l'extérieur, qui propose de tout foutre en l'air magnifiquement, qui fait l'éloge de l'excès, qui pour lui est la mesure du réel. C'est un extraordinaire détecteur des charges explosives qui sont en lui et qui sont aussi dans les autres, de ce qu'il appelle la magnificence des possibles.
c'est un ennemi redoutable des limites. Il propose de faire exploser toutes les limites de la plus grandiose manière. Oui, c'est forcément un mouvement d'expression d'être en insurrection contre l'état du monde, contre la vie, contre la société. Ouais. Après, c'est génial que ça passe par l'écriture. Mais pas n'importe quelle insurrection, parce qu'on a vu que les insurrections finissaient en cauchemar. Il y a 600 000 personnes qui ont été fusillées à l'époque de Staline. On a vu ce que le maoïsme est devenu. Donc il faut que les mentalités changent jusqu'au plus profond des inconscients. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est justement... C'est un écrivain des tréfonds, du chaos, et qui est revenu à la surface d'une manière... complètement fascinante, il est faramineux, quoi. Il y a la peur de l'inconnu. Or, Moreau, lui, il nous demande d'explorer cet inconnu. Et de l'explorer avec le sang-froid qu'il a aussi. Parce qu'il est un mélange de sang-froid et d'éclatement. Et les deux sont conjoints. Mais il garde toujours sa maîtrise. La preuve, c'est qu'il a continué à écrire. Il aurait pu se suicider, par exemple. Il aurait pu verser dans ce que la société se permet d'appeler la maladie mentale. Bon, je le dis en ces termes parce que dans un monde qui est largement dirigé par des malades mentaux, j'estime qu'aucune société n'a le droit de qualifier qui que ce soit de malade mental. Bon, mais il aurait pu entrer dans le délire et ne plus écrire, bien sûr, mais il a gardé sa maîtrise. Et Marcel sait bien que par moment, il était sur le fil du basculement et qu'il a été très loin dans des extrêmes, que ce soit l'alcool ou des chutes comme dans Balle dans la tête, dans la dépression et dans la souffrance, qui étaient à deux doigts de perdre la raison mais l'écriture l'ancrait et lui permettait évidemment de surmonter ça. C'est une continuité, c'est une poursuite, mais je crois que c'est surtout une quête aussi, une quête de survie. C'est que sans ça, on respire plus, on est mort. Un jour, il m'appelle et il me dit « Ça te dirait de voir mon trou ?» Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de trou ?» Et il me dit « Là, c'est fait, j'ai acheté mon trou à la chaise. » Et donc, nous voilà embarqués, et on arrive devant son trou, lui et moi, et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense, Marcel ? C'est complètement débile. Je veux dire, on est là, devant ton trou, quand je reviendrai, forcément, tu seras dedans. » Et on a beaucoup ri. Et après coup, je me suis dit, en fait, c'est faire l'expérience d'une haute intimité. Parce que moi, ce chemin-là, que je ferai un jour, il ne sera jamais teinté de tristesse. Parce que l'éclat de sa présence ne peut pas laisser la place au morbide. Avez-vous l'impression que vous vivrez vieux, que vous serez dans 50 ans un nouveau Tolstoï à barbe blanche ? Non. J'écris, je crois déjà l'avoir dit, avec l'impression que le temps m'est compté. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la densité du moins l'effort de densité avec lequel j'écris mes phrases et j'élabore mon œuvre, enfin. On ne savait pas qu'il était dans le bateau d'abord. C'est ainsi qu'à un moment donné, dans le pénible et le ridicule de ma flottaison, je vis s'ouvrir devant mes yeux l'un de mes premiers ouvrages, La terre infestée d'hommes, duquel jaillirent, comme pour se rappeler à moi, les mêmes effets de GN que ceux que j'étais en train d'expérimenter. Il me vint alors à l'esprit qu'après avoir libéré par la plume toutes les horreurs de ma pensée, il était naturel, juste retour des choses, que ces horreurs me fussent données à vivre dans toute la démesure de leur évidence. Donc il a téléphoné à maman pour dire qu'il était vivant. Et donc on l'a appris seulement le lendemain matin, quand il était... À ce moment-là, il se trouvait en Italie
Et vous lui avez prêté des vêtements, des couvertures. Et heureusement, on ne savait pas qu'il était sur le bateau. On l'a su quand tout était bien fini. Lui, ça l'a marqué. Et le manque de solidarité, aussi le capitaine du bateau qui avait pris la fuite, ça l'avait marqué, évidemment. C'est comme si ça avait été l'expérience fondatrice, l'autre expérience fondatrice. Le fait qu'il ait pu se dire « je vais disparaître ». Ce qui visiblement n'était pas dans l'ordre. Et donc aussi autodestructeur que l'on puisse trouver des passages et tout dans l'intérieur, c'est bien la preuve qu'il y a des contrepoints. Par contre, au moment de la tragédie maritime, il se passe quelque chose en lui. J'y pense souvent à ce moment de ma vie, qui était un moment, surtout un moment de l'écriture aussi. Parce que j'avais l'impression, quand ce naufrage a eu lieu, qu'il était annoncé dans les livres précédents. Cet épisode de l'Éléana, ça a été très instructif pour moi. Je me suis dit, tu as mérité de vivre ce que tu vis, en bien ou en mal, en danger ou en salut. Cher ami, j'ignorais que vous aviez failli mourir lors du naufrage de l'Éléana. Mais ça me paraît tout à fait normal que vous ayez survécu. Une extraordinaire puissance de vie vous protège de tout. Il faudrait trop d'océan pour éteindre le feu qui est en vous.